Le 16e arrondissement de Paris s'endormait dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi d'automne. Les rues, bordées d'immeubles haussmanniens majestueux, respiraient un calme opulent, presque intimidant. Au sommet de l'un de ces bâtiments, un penthouse aux fenêtres immenses offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel, mais l'intérieur racontait une toute autre histoire. Le luxe était partout, dans le mobilier design, les œuvres d'art contemporain accrochées aux murs blancs, le silence assourdissant, à peine troublé par le tic-tac d'une horloge de créateur. C était un espace impersonnel, un catalogue de richesses plutôt qu'un foyer. Chaque objet semblait choisi pour impressionner, non pour réconforter. Dans ce décor froid et méticuleusement agencé, la solitude était si palpable qu'on aurait pu la toucher. Une présence glaciale qui se moquait de la vue spectaculaire et de la fortune qu'elle représentait. C était le royaume de Chloé Rousseau, un empire de verre et d'acier bâti sur le succès, mais hanté par le vide. Chloé marchait sur le trottoir, tenant la laisse de son chien, un lévrier élégant aussi impeccable qu'elle. C était l'un des rares rituels qui rythmaient ses journées en dehors des réunions du conseil d'administration et des analyses de marché. Vêtue d'un tailleur pantalon sur mesure, les cheveux tirés en un chignon parfait, son visage était un masque de contrôle et d'efficacité. Elle incarnait la réussite, la puissance tranquille de celle qui dirigeait le grand panier, un géant de la grande distribution hérité de sa famille. Pour le monde, elle était une forteresse inébranlable. Mais alors qu'elle passait devant un ancien hôtel particulier transformé en foyer pour l'enfance, les cris joyeux des enfants jouant dans la cour lui parvinrent comme un écho d'un monde lointain et inaccessible. Le son contrastait violemment avec le silence de sa propre existence, un rappel brutal de la chaleur humaine qu'elle avait depuis longtemps cessé de rechercher, convaincue qu'elle ne la méritait pas. Son regard fut attiré non pas par le groupe d'enfants qui couraient et criaient, mais par une petite silhouette assise seule, près de la haute grille en fer forgé. C était un jeune garçon, Léo, absorbé par le dessin qu'il traçait dans la poussière avec une brindille. Il semblait exister dans sa propre bulle de sérénité, indifférent à l'agitation autour de lui. Leurs regards se croisèrent un instant. Les yeux de l'enfant, grands et bruns, ne contenaient aucune trace de pitié ou de demande. Il y avait seulement une curiosité pure, une innocence désarmante. Puis, sans raison apparente, un sourire timide et sincère illumina son visage pendant une fraction de seconde, avant qu'il ne retourne à son dessin. Ce N n'était pas un sourire destiné à obtenir quelque chose. C était un cadeau, une reconnaissance simple et inattendue de sa présence. Un geste d'une humanité si profonde qu'il frappa Chloé avec la force d'un coup de poing en plein cœur. Immobile sur le trottoir, Chloé sentit quelque chose se briser en elle. L'armure qu'elle avait mis des années à construire se fissura, laissant échapper une vague d'émotions qu'elle ne pouvait plus contenir. Les larmes, ces étrangères qu'elle avait bannies de sa vie depuis son adolescence, commencèrent à couler sur ses joues. Ce haine n'était pas de la tristesse pour le garçon, mais une douleur aiguë et fulgurante pour elle-même. Dans ce sourire, elle n'avait pas vu un orphelin en quête d'aide, mais le reflet de tout ce qui lui manquait, la joie simple, la connexion authentique, la vie non calculée. Le monde autour d'elle disparut, le bruit de la circulation, les pas sans presser, la laisse de son chien dans sa main, tout s'effaça. Il ne restait que l'image de ce petit garçon et la conscience écrasante de son propre désert affectif. Un vide si immense que toute sa fortune ne pourrait jamais le combler. De retour dans le silence glacial de son penthouse, Chloé ignora les notifications clignotantes de son ordinateur. Le monde des affaires, avec ses bilans et ses projections, semblait soudainement absurde, une construction vide de sens. Elle prit son téléphone, ses doigts tremblants composant le numéro de son avocat personnel. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, habituée à gérer des acquisitions d'entreprises et des litiges fiscaux, non des impulsions du cœur. Sans préambule, avec une clarté qui la surprit elle-même, Chloé prononça les mots qui allaient redéfinir son existence. « Je veux entamer une procédure d'adoption, immédiatement. »
Un silence perplexe accueillit sa déclaration, suivi d'un flot de questions prudentes sur la logistique et les implications. Mais pour Chloé, la décision N n'était pas logique, elle était vitale. Ce N n'était pas un acte de charité, C était une tentative désespérée de sauvetage personnel. Le chemin qui s'ouvrait devant elle se révéla rapidement être un labyrinthe bureaucratique, bien plus complexe que n'importe quelle fusion d'entreprises qu'elle avait orchestrée. Les premiers entretiens avec les services sociaux furent une épreuve d'humilité. Assise dans un bureau impersonnel, face à une assistante sociale au regard scrutateur, Chloé se sentit dépouillée de son statut de PDG. Ses réussites professionnelles, sa fortune, son pouvoir, tout cela devenait suspect. On questionnait ses motivations profondes, son emploi du temps surchargé, sa capacité à offrir un environnement stable et aimant. Chaque question était une lame qui perçait son armure, la forçant à confronter les vides de sa propre vie. Pour la première fois, elle n'était pas celle qui évaluait, mais celle qui était jugée, et elle sentait qu'elle échouait lamentablement à cet examen de elle-âme. Cette peur de l'échec la ramenait invariablement à sa propre enfance. Elle avait grandi dans une maison qui ressemblait étrangement à son Penthouse actuel, immense, impeccablement décorée, mais dépourvue de chaleur. Ses parents, fondateurs de l'Empire Le Grand Panier, étaient des figures distantes, des voix au téléphone parlant de chiffres d'affaires et de stratégies de marché. L'amour, dans sa famille, se mesurait en cadeaux coûteux et en frais de scolarité pour les meilleures écoles, jamais en temps partagé ou en étreinte spontanée. Elle se souvenait des dîners solitaires, à la grande table de la salle à manger, du silence, seulement rompu par le personnel de maison. La terreur qui la saisissait maintenant était celle de devenir le miroir de ses propres parents, de reproduire ce désert affectif et d'imposer à un enfant la même solitude glaciale qu'elle avait connue. Le dossier de Léo, qu'elle fut finalement autorisée à consulter, était un résumé tragique et succinct d'une vie déjà marquée par la perte. Les photographies le montraient plus jeune, un petit garçon aux yeux rieurs, tenant la main de ses parents. Puis, une note clinique mentionnait l'accident de voiture qui les avait emportés, le laissant orphelin à 4 ans. Le rapport décrivait un enfant calme, introverti, qui se réfugiait souvent dans le dessin et parlait peu de son passé. Son seul trésor, notait l'assistante sociale, était une petite voiture en bois usé, qu'il gardait toujours sur lui. C était le dernier cadeau de son père. En lisant ces lignes, Chloé sentit une douleur sourde dans sa poitrine, une empathie si puissante qu'elle en eut le souffle coupé. Elle ne voyait plus un dossier, mais l'histoire d'une âme fragile qui avait besoin d'un port d'attache. La première rencontre supervisée eut lieu dans une petite salle de jeu du foyer. L'air était chargé d'une tension palpable. Chloé, mal à l'aise dans son tailleur coûteux, avait apporté un jouet sophistiqué, une tablette dernier cri remplie de jeux éducatifs. Léo la regarda à peine, préférant faire rouler sa petite voiture en bois sur le tapis élimé. Chloé tenta d'engager la conversation, posant des questions maladroites sur l'école et ses activités, mais ses mots sonnaient faux, comme un script appris par cœur. Le garçon répondait par des hochements de tête ou des murmures inaudibles, ses grands yeux fixés sur son jouet, son unique ancre dans un monde incertain. La rencontre fut un échec cuisant, un rappel brutal de l'immense fossé qui séparait son univers structuré et celui, chaotique et imprévisible, des émotions d'un enfant. En quittant le foyer ce jour-là, un sentiment de désespoir l'envahit. Le regard de l'assistante sociale, mélange de pitié et de doute, la hantait. Elle avait l'habitude de tout contrôler, de résoudre les problèmes avec des stratégies et des ressources financières. Mais face à ce petit garçon silencieux, elle était impuissante. C'est dans ces moments de profonde remise en question qu'on mesure la véritable valeur des choses. Si des histoires comme celle-ci, qui explorent la complexité des liens humains, vous touchent, sachez que votre abonnement est essentiel pour que nous puissions continuer à les partager et à leur donner une voix. Chloé monta dans sa voiture, le silence de l'habitacle lui renvoyant l'écho de sa propre solitude, plus assourdissante que jamais. Elle avait échoué à sa première véritable épreuve. Cette nuit-là,
Au lieu de consulter des rapports financiers, Chloé passa des heures à lire des articles sur le deuil chez l'enfant, sur le syndrome de l'attachement et les traumatismes liés à l'abandon. Elle comprit que pour atteindre Léo, elle devait abandonner toutes ses certitudes, désapprendre tout ce qui avait fait son succès. Il ne s'agissait pas de gérer un projet, mais de construire un pont fragile, pierre par pierre, vers un cœur blessé. Elle devait cesser de vouloir l'intégrer à son monde et faire l'effort d'entrer dans le sien. Le lendemain, elle annula toutes ses réunions. Sa priorité N était plus le conseil d'administration, mais un petit garçon de 7 ans qui tenait son passé et son avenir dans le creux de sa main. C était le début d'une transformation intérieure, un lent dépouillement de la femme d'affaires au profit de la femme tout court. Pour leur deuxième rencontre, Chloé arriva vêtue d'un simple jean et d'un pull. Elle n'apporta aucun cadeau. Au lieu de cela, elle s'assit par terre, à sa hauteur, et sortit un carnet et des crayons de couleur. Sans un mot, elle commença à dessiner une voiture, simple et enfantine. Intrigué, Léo s'approcha lentement. Il la regarda faire, puis prit un crayon et ajouta des roues au dessin. Ce fut le premier geste, la première collaboration. Chloé lui parla alors de la petite voiture en bois. Elle ne lui posa pas de questions. Elle lui dit simplement qu'elle la trouvait très belle. Pour la première fois, Léo leva les yeux vers elle, et avec une voix à peine audible, il murmura « C'est papa qui l'a faite ». Un fil invisible venait de se tisser entre eux, fragile mais réel. Ce moment de connexion, aussi bref soit-il, fut une bouffée d'air pur pour Chloé. Était une sensation qu'aucun contrat signé, qu'aucune acquisition réussie ne lui avait jamais procurée. Une chaleur simple et authentique qui se propagea en elle, chassant un peu du froid qui l'habitait depuis si longtemps. C'est pour retrouver cette étincelle d'humanité dans nos vies, souvent trop compliquées, que des récits comme celui-ci existent. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer de mettre en lumière ces instants de grâce qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Pour Chloé, ce simple murmure de Léo valait plus que toutes les actions de son entreprise. C était la promesse d'un nouveau départ, la preuve qu'elle était peut-être sur la bonne voie. Pendant que ce lien fragile se renforçait, le monde extérieur, lui, devenait de plus en plus hostile. La nouvelle de sa démarche d'adoption S était répandue dans son cercle professionnel et social. Au sein du conseil d'administration de Le Grand Panier, certains membres influents la convoquèrent pour une réunion informelle, exprimant leur préoccupation. Ils parlaient de l'image de l'entreprise, de sa disponibilité, de ce qu'ils appelaient un caprice émotionnel qui pourrait nuire à sa capacité de jugement. Ses amis du 16e arrondissement N étaient les pas plus tendres. Leurs commentaires oscillant entre la condescendance et l'incompréhension. Un enfant, Chloé, à ton âge et avec tes responsabilités, chaque mot était une pierre jetée, renforçant son sentiment d'isolement. Elle se battait non seulement contre la bureaucratie, mais aussi contre le scepticisme de son propre monde. Les visites de Léo pour des week-ends d'adaptation dans le penthouse commencèrent. L'immense appartement, autrefois un symbole de réussite, devint un champ de mine émotionnelle. Le silence intimidait Léo, habitué au bruit constant du foyer. Il avait peur de casser les objets d'art, de tacher les tapis immaculés. Chloé faisait de son mieux, remplissant un coin du salon de jouets, préparant ses plats préférés, mais l'environnement restait froid, étranger. Léo était poli, mais distant, comme un invité qui sait qu'il doit repartir. Chloé sentait sa frustration monter. Elle avait changé sa vie pour lui, affronté le jugement de tous, et pourtant, il semblait plus loin que jamais. Elle ne comprenait pas que pour lui, ce luxe N n'était pas un cadeau, mais une autre forme d'abandon. Un monde où il n'avait pas sa place. Puis, les cauchemars commencèrent. Léo se réveillait en hurlant au milieu de la nuit, trempé de sueur, appelant des parents qu'il avait à peine connus. Le processus d'attachement à Chloé ravivait sa plus grande peur, celle de être abandonnée à nouveau. Une nuit, elle accourut dans sa chambre et le trouva recroquevillé dans son lit, sanglotant et serrant sa petite voiture en bois contre sa poitrine. Au lieu de tenter de le raisonner, elle s'assit sur le bord du lit et le prit doucement dans ses bras.
Elle ne dit rien, le berçant simplement jusqu'à ce que ses pleurs s'apaisent. Dans l'obscurité de la chambre, face à la douleur brute de cet enfant, Chloé comprit que la maternité N n'était pas une question de stratégie ou de perfection. C était une présence, une promesse silencieuse de ne jamais partir, même lorsque la nuit est la plus sombre. La décision d'emmener Léo à un gala de charité organisé par l'entreprise fut une erreur de jugement née de ses anciennes habitudes. Chloé pensait sincèrement bien faire, voulant l'intégrer à son monde, lui montrer une facette de sa vie. Mais pour un enfant habitué au bruit familier d'un foyer, le faste de la salle de réception fut une agression sensorielle. Les lustres en cristal, la cacophonie des conversations mondaines, les serveurs en livrée se déplaçant comme des automates, tout cela le submergeait. Il se sentait comme une pièce de musée vivante, observée par des centaines de regards curieux qui le déshabillaient de son innocence. Serrant sa petite voiture en bois dans sa poche, il se recroquevillait sur lui-même, tandis que Chloé, malgré ses tentatives de le rassurer, sentait son propre malaise grandir face à la détresse silencieuse du garçon. Le point de rupture fut atteint lorsqu'un photographe, attiré par la scène inhabituelle, déclencha une rafale de flash dans leur direction. Éblouissement soudain, fut la dernière agression. Pour Léo, ce fut comme si le monde entier se liguait pour l'exposer, pour souligner à quel point il n'était pas à sa place. Un instinct de survie primaire prit le dessus. Profitant d'un instant d'inattention de Chloé, qui répondait à un membre du conseil, il se glissa hors de sa main et courut. Il ne savait pas exactement où il allait, seulement qu'il devait fuir ce tourbillon de sons et de lumière. Quand Chloé se retourna et ne vit que le vide à ses côtés, une panique glaciale la saisit. Le masque de la PDG se brisa, révélant la peur brute d'une mère qui venait de perdre ce qu'elle avait de plus précieux. Elle ne perdit pas de temps avec la sécurité de l'événement. Une certitude viscérale, née des semaines passées à déchiffrer les silences de Léo, guidait ses mains crispées sur le volant de sa voiture. Elle savait où il était, les lumières de Paris défilaient, floues derrière ses larmes. Mais sa destination était claire. Elle ne pensait plus au contrat, aux actionnaires ou à son image. Il n'y avait que le visage terrifié de ce petit garçon. Elle se gara brutalement devant le foyer, le moteur encore tournant, et le vit. Il était là, assis au même endroit que la toute première fois, près de la haute grille en fer forgé, le dos tourné à la rue, petite silhouette recroquevillée contre un monde qui lui avait encore une fois fait mal. Il était rentré chez lui. S'approchant doucement, Chloé sentit le poids de son échec écrasé. Le bruit de ses talons sur le trottoir semblait sacrilège dans le silence de la nuit. Arrivée à sa hauteur, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dans un geste de reddition totale, elle retira ses escarpins de luxe et les laissa tomber sur le sol. Puis, sans se soucier de sa robe de créateur, elle s'assit par terre à côté de lui, sur le béton froid. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. D'une voix brisée par l'émotion, elle murmura les mots qui démolissaient la dernière muraille de sa forteresse intérieure. « J'ai peur, moi aussi, Léo. J'ai peur de ne pas être la mère que tu mérites. J'ai tellement peur de tout gâcher. » Léo se tourna lentement vers elle. Dans ses yeux, il ne vit plus la femme riche et puissante qui essayait de l'impressionner, mais une âme aussi effrayée et perdue que la sienne. Il vit sa sincérité, sa vulnérabilité absolue. Comprenant qu'il partageait la même peur fondamentale, celle de ne pas être à la hauteur, il fit ce que son cœur lui dictait. Ses petits bras se tendirent et entourèrent le cou de Chloé dans une étreinte hésitante, puis farouche. Il enfouit son visage contre son épaule, et pour la toute première fois, un simple mot chargé de tout l'espoir du monde, franchit ses lèvres dans un souffle chaud et tremblant. « Maman ». Mais ce mot résonna dans le silence de la nuit parisienne, scellant leur destin et réparant deux cœurs brisés en un seul. Quelques mois plus tard, l'adoption de Léo fut officiellement prononcée. Le penthouse du 16e arrondissement, autrefois un mausolée de verre et d'acier, avait subi une métamorphose radicale. Les murs blancs, jadis ornés d'œuvres d'art inaccessibles, arboraient désormais des dessins d'enfants colorés.
fixé avec une fierté évidente sur la porte du réfrigérateur. Un circuit de voitures de courses étendait sur le tapis design du salon, et le silence assourdissant avait été remplacé par le son des rires de Léo et les mélodies de dessins animés. Chloé avait elle aussi changé. Les tailleurs pantalons impeccables étaient souvent troqués contre des tenues plus confortables. Elle avait réorganisé son emploi du temps de PDG, faisant de la sortie de l'école à 16h30 un rendez-vous non négociable. Les dîners d'affaires avaient cédé la place à des repas partagés à la table de la cuisine, où l'on parlait de dinosaures et de devoirs, et non de bilan financier. Cette transformation ne se limita pas à sa vie privée. Au sein de Le Grand Panier, Chloé devint une dirigeante différente, plus humaine, plus à l'écoute. L'expérience avec Léo lui avait enseigné que la plus grande des richesses ne se trouvait pas dans les profits, mais dans le potentiel humain. Forte de cette conviction, elle utilisa son influence et sa fortune pour créer la Fondation Nouveau Regard. L'objectif était ambitieux mais clair: réformer le système de l'aide à l'enfance, moderniser les foyers pour les rendre plus chaleureux et offrir un soutien juridique gratuit aux familles adoptantes pour accélérer les procédures labyrinthiques qui laissaient tant d'enfants dans l'incertitude. Ce N n'était pas un acte de charité pour apaiser sa conscience, mais une mission née de sa propre histoire, une manière de s'assurer que d'autres sourires derrière des grilles puissent trouver un foyer. Un samedi après-midi, alors que la pluie d'automne tombait sur Paris, Chloé et Léo étaient assis sur le sol du salon, construisant une tour de Lego plus haute qu'eux. Léo, concentré, plaçait une brique rouge au sommet, puis se tourna vers Chloé avec un sourire triomphant. Dans ce simple regard, Chloé trouva une plénitude qu'aucune acquisition d'entreprise ne lui avait jamais offerte. Elle se souvint des soirées de gala, des applaudissements polis, de la course incessante vers le prochain objectif. Tout cela lui semblait maintenant vide. Une vie vécue en noir et blanc. La véritable couleur, la véritable richesse, était cela. Le contact d'une petite main dans la sienne, l'odeur des crêpes qu'ils préparaient ensemble, la certitude d'être exactement là où elle devait être. Elle n'avait pas simplement adopté un enfant, elle avait adopté une nouvelle raison de vivre, plus simple, plus vraie. 5 ans plus tard, Chloé et Léo, qui avaient maintenant 12 ans, inauguraient une nouvelle bibliothèque dans un foyer rénové par la Fondation. En sortant, ils s'arrêtèrent un instant devant la grande grille en fer forgé. Une petite fille était assise seule, dessinant dans la poussière, exactement comme Léo autrefois. Le garçon serra la main de sa mère. « Je crois qu'elle a besoin de quelqu'un, elle aussi », murmura-t-il, ses yeux reflétant une maturité et une empathie profonde. Chloé lui sourit, un sourire plein, libéré de toute angoisse. Le cycle de l'amour, une fois commencé, ne s'arrêtait plus. C'est pour continuer à croire en ces nouveaux départs que votre soutien est si précieux. Chaque abonnement nous permet de raconter ces histoires qui nous rappellent que même dans les plus grandes solitudes, un simple sourire peut tout changer.